Merci beaucoup. Je vais appeler le doyen sortant des étudiants pour son mot. Et ensuite suivra le discours de couverture de l'année par le recteur. Le doyen. Révérend Père Adjébakir Grand-Florent, missionnaire Saint-Apôtres, président de l'Assemblée Générale de l'Institut, absent. Révérend Père Hervé Ocolon, président de l'administration de l'Institut supérieur, absent. Révérend Père recteur Guy Polenga, missionnaire Saint-Apôtres. Révérend Père Noël Bolavilla, vice-recteur, chargé des affaires académiques de l'Institut. Le révérend Père Théophile de Mogo, chargé des affaires économiques. Le révérend Père supérieur majeur, président de cette célébration eucharistique. Les révérend Père formateur, et les révérend Père théologiens, chers enseignants, distingués invités, loué soit Jésus-Christ. En ce jour solennel où s'ouvre la nouvelle année académique et communautaire au sein de notre cher et illustre Institut supérieur de philosophie Saint-Joseph Mukasa, j'ai l'honneur en tant que doyen sortant des étudiants de vous adresser quelques mots de gratitude et de mémoire. D'abord, je voudrais exprimer ma profonde reconnaissance à l'administration de notre prestigieux Institut supérieur. Grâce à votre dévouement silencieux, à votre rigueur dans l'organisation et à votre souci constant, que l'année académique écoulée a pu manifester son éclat dans un climat de stabilité, de discipline et de croissance intellectuelle. Comme l'a si bien dit Nelson Mandela lors de la campagne éducative à Johannesburg en 2003, que l'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. Et c'est vous, chers membres de l'administration, qui rendez possible cette noble tâche au quotidien. Je tiens aussi à remercier chaleureusement nos estimés enseignants. Chers enseignants, vous êtes les véritables architectes de nos esprits. Par vos savoirs, vos exigences et votre patience, vous formez les intelligences et les cœurs qui vont construire le monde de demain. À Mukasa, nous avons la grâce d'apprendre non seulement à penser, mais à penser juste, à penser vrai, et surtout à penser en vérité, comme l'a si bien souligné le président de cette célébration eucharistique. Toutefois, Socrate, dans le dialogue apologétique, disait qu'une vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue. Chers enseignants, c'est grâce à vous que nous apprenons à examiner, à interroger et à nous remettre en question. Chers supérieurs et formateurs, je vous remercie grandement pour votre soutien et la franche collaboration avec le bureau des étudiants en particulier et tous les étudiants en général lorsqu'ils vous ont sollicité pour l'une ou l'autre chose. Vous n'avez jamais ménagé d'efforts pour nous accompagner et nous assister. À vous, camarades étudiants, je vous dis également merci. Merci pour la fraternité partagée, pour la confiance que vous m'avez accordée et pour l'effort collectif à l'édification d'un esprit communautaire. Ensemble, malgré les différences, nous avons persévéré et ensemble, nous avons grandi. Si
l'un ou l'autre se sentit heureux, c'est l'occasion de vous dire mes excuses. L'année écoulée fut aussi marquée par une grande douleur sur le rappel à Dieu du grand-père Colombien venu, missionnaire sans apôtres. Il fut pour nous un enseignant, un guide, une arme discrète, mais profondément engagé dans la formation des consciences. Que son souvenir reste vivant parmi nous et que son exemple d'humilité et de sagesse continue de nous inspirer. De ce Saint Jean Chrysostome ne le disait-il pas que ceux qui nous quittent ne sont pas absents, ils sont seulement invisibles. Je saisis également cette occasion pour féliciter tous ceux qui ont franchi avec succès les étapes de leur parcours. Vos réussites prouvent que le travail, la foi et la persévérance payent. Et notre modeste institut a ce privilège. Rappelez-vous que seul le travail paye et notre monde est très exigeant et a besoin de personnes instruites. Chers nouveaux étudiants, vous arrivez dans une maison où l'on forme non seulement l'intellect, mais aussi le caractère. Soyez rassurés, vous êtes au bon endroit et au bon moment. Sentez-vous à l'aise et n'oubliez pas surtout que vous n'êtes pas le premier et ni le dernier. Par là, interrogez les anciens, ils vous le diront, pour emprunter les propos du psalmiste. Sur ce, je vous souhaite bonne et fructueuse année académique. Merci. lycée Abbé Ananda, supérieur major et frère Caractan, révérend confrère dans le sacerdoce ministériel, chers professeurs, chers collègues en administration, nous voici à l'aube d'une nouvelle année académique. Permettez qu'en son début, ou alors au début de mon propos, que je dise merci au Père Élysée, qui a généreusement accepté d'être avec nous en président l'Eucharistie de son atteinte. Nous avons été instruits par les riches enseignements qu'il nous a délivrés dans son homélie. Merci encore, mon Père. Et merci aussi déjà aux enseignants qui ont daigné faire le déplacement pour accompagner de leur présence ces cérémonies de lancement de l'année académique 2025-2026 à l'Institut supérieur de philosophie Saint-Joseph Mukasa. Nous réitérons nos remerciements à Jean Volo et à M. Ekanizo Blaise pour leur dévouement au sein de notre institut pendant de longues années. Pour ceux qui sont là, des invités, nous disons aussi bienvenue à l'Institut. Chers étudiants, vous qui êtes déjà là, qui étiez déjà là, ceux qui arrivent, vous entrez dans un espace de formation. De formation, comme disait le bain des étudiants, de l'homme entier. De formation en humanité. De formation, pour tout dire, intégrale. Vous aurez donc à faire front avec toutes ces réalités-là ici. Mais c'est la persévérance qui payera. Le petit mot que je vais dire là tout à l'heure est
comme conseil scientifique, choisi une thématique qui va porter notre année académique et qui fera l'objet de la leçon inaugurale tout à l'heure. Philosophie et intelligence artificielle, deux points, défis et enjeux pour l'Afrique d'aujourd'hui. Nous voici donc réunis, mes chers, pour marquer le début d'une nouvelle année académique dans notre Institut supérieur de philosophie Saint-Joseph-Mokassa. Comme je le disais cette année, nous avons choisi un thème particulièrement pertinent et stimulant. Philosophie et intelligence artificielle, défi enjeux pour l'Afrique. L'intelligence artificielle, qui est une réalité qui transforme notre monde, est une réalité qui transforme notre monde à une vitesse on ne peut plus vertigineuse. Elle nous invite à repenser nos conceptions de l'intelligence, de la conscience et de l'humanité. En tant que philosophe, il est de notre responsabilité de nous interroger sur les implications éthiques, sociales et politiques de ces avancées technologiques. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme, disait Rabelais. En Afrique, nous devons nous demander comment nous pouvons tirer parti de ces avancées pour répondre à nos besoins spécifiques et promouvoir notre développement. Nous devons également réfléchir aux risques et aux défis que l'intelligence artificielle pose pour nos sociétés et nos cultures aujourd'hui. Est-ce qu'il faut se lancer, pour aller tête foncée vers l'intelligence artificielle sans pouvoir y mettre une certaine éthique? C'est des questions auxquelles nous allons essayer de répondre au cours de cette année. Au cours de cette année, nous allons explorer ces questions et bien d'autres encore. Nous allons nous plonger dans les débats philosophiques actuels sur l'intelligence artificielle. Nous allons examiner les implications de ces technologies pour nos sociétés et nous allons chercher des solutions pour garantir que l'intelligence artificielle soit partagée par tous. Je souhaite à chacun d'entre vous une année studieuse, une année enrichissante, une année pleine de découvertes. Puissions-nous travailler ensemble pour faire de cette année une étape importante dans notre quête du savoir, de la sagesse et surtout de la vérité. En déclarant ouverte l'année académique 2025-2026, je forme le vœu que nos recherches, nos débats et nos enseignements soient porteurs d'espérance et de transformation pour notre société et pour l'humanité tout entière. Merci et bonne année académique à tous. Merci, monsieur le recteur. Voilà, l'année donc est lancée. Nous allons suivre le premier cours de l'année, communément appelé la leçon inaugurale. Je vais donc appeler le président du conseil scientifique, puisque c'est lui qui gère tout ce qui est scientifique, et c'est lui qui gère aussi toutes les conférences que nous aurons dans l'année. Je l'appelle donc pour introduire celui qui va nous donner le premier cours de l'année. En fait, j'aurais voulu qu'il se présente lui-même, comme on m'a pris la parole. Je vais inviter le professeur Mouchibi Kimoun, qui a été choisi pour programmer la leçon inaugurale cette année sur le thème que vient d'évoquer le recteur, à savoir philosophie et intelligence artificielle, défis et enjeux pour l'Afrique aujourd'hui. Monsieur le professeur, veuillez gravir les marches qui mènent vers le podium, installez-vous confortablement et proclamez-nous avec autorité la première leçon de l'année. Merci, je remercie l'Institut Mokassa pour le privilège, l'honneur et le bonheur qu'il me fait en m'invitant
pour cette première leçon. Quand j'ai vu le programme, j'ai constaté qu'on commencerait par une messe d'ouverture. Je me suis demandé, qu'est-ce qu'il y a de plus inaugural qu'une messe d'ouverture la nuit? Mais comme on me dit de faire la leçon inaugurale, après la messe inaugurale, je vais me lancer. Et c'est un soir de la fin du mois de mai que le Père Ondobo m'a envoyé le message qui m'a donné l'ordre de m'apprêter à mener la leçon inaugurale de cette année. Comme on ne peut pas tergiverser devant la hiérarchie, j'ai tout de suite accepté en croyant pouvoir être à la hauteur. Mais je me suis demandé, pour une telle thématique, pourquoi a-t-il choisi de penser les défis et les enjeux pour l'Afrique? Autant le monde est devenu un seul village planétaire. Mais comment ne discute pas l'autre? J'ai aussi accepté. Philosophie et intelligence artificielle, défis et enjeux pour l'Afrique aujourd'hui. Tel est le thème qui m'a été envoyé et instruit. J'ai essayé de regarder dans l'histoire de la philosophie et j'ai constaté que depuis déjà le 6e siècle avant notre ère, des savants, à l'instar d'Empédocle d'Alexandre, se demandaient déjà de quoi la matière est-elle faite. Il inaugurait là un débat qui allait mettre aux prises plusieurs tendances philosophiques. On aura d'un côté des spiritualistes, métaphysiques, et de l'autre, les matérialistes, biologistes. Et dans le camp matérialiste, on a deux sous-tendances, les matérialistes biologistes sceptiques et les matérialistes biologistes optimistes. Dans ce débat, on arrive à se demander si on ne peut pas désormais avoir une lecture plus lucide, portée par la rationalité, qui permettrait de montrer ou de présenter ou d'écrire le monde selon que l'homme est capable d'être intelligent. Il s'agit de penser comme Protagoras pour qui, en voyant face à l'immensité du monde, il se demandait s'il y a une autre manière de comprendre le monde pour être contre Platon, qui lui croyait que le monde tel qu'il est peut être connu à partir d'une seule méthode qu'est la réminiscence, parce que avant d'arriver au monde, lorsque la chute brutale des hommes dans les corps ont rendu ces âmes oublieuses, ces âmes connaissaient déjà, et il fallait tout simplement se rappeler de ce qu'on sait déjà. Donc pour Platon, quand on fait la recherche, on cherchait ce qu'on sait déjà. Mais Protagoras n'était pas de cet avis. Lui pensait que l'homme est assez intelligent pour lui-même être capable de donner à la configuration immense et diverse du monde une signification. Et c'est pour cette raison qu'il a dit que l'homme est la mesure de toutes choses. Jusqu'à l'intérieur de l'univers, il vit un homme. Et cet homme est celui qui donne sens à toutes choses. Je crois que le Père Célébrant acceptera que ma philosophie aussi entre dans la perspective chrétienne telle qu'il a proclamé tout à l'heure. Alors, si l'homme est la mesure de toutes choses, ça veut dire qu'il revient à lui-même de se connaître. Le débat va s'accentuer entre matérialistes et spiritualistes. On arrivera à un moment où la science, en donnant des clés de compréhension du monde et en se fondant sur une spécialité spécifique qu'on appelle la physique,
a pu créer, à partir de sa capacité à expérimenter et d'utiliser à la fin du Moyen-Âge la démonstration mathématique comme langage pouvant produire le dessin qu'on veut avoir du monde, on a vu cette même physique être capable d'instaurer un système pour lequel il fallait intégrer la possibilité d'expérimenter parce que la science doit évoluer selon que les instruments peuvent nous permettre d'être en adéquation ou bien de comprendre la nature. La nature ne se donne pas à nous. Et la perception empirique que nous avons de la nature ne donne donc pas la signification de celle-ci. Mais cette physique moderne qui naît au XVIIe siècle avec les savants comme Kepler, Galilée ou Newton va rester déterministe. Il faut attendre le XXe siècle avec la découverte des phénomènes quantiques pour que la science connaisse la vitesse de croisière et en avançant entraîne la philosophie et change ses paradigmes pour que celle-ci ne demeure pas un savoir de musée. Désormais, des questions plus pertinentes vont se poser parce que le déploiement de la mécanique quantique aura donné lieu à la découverte des choses comme l'invention de la radio, la télévision, le radar et Internet aussi. Et le début du traitement automatique de l'information. Avec le début du traitement automatique de l'information, on va désormais se demander si on ne doit pas tout simplement penser une possibilité de complémentarité entre l'homme et la machine en attribuant certains actes de notre conscience à cette machine. Heureusement, comme nous l'avons dit, la mécanique quantique, en évoluant, a rendu la physique plus prospective et en utilisant la démonstration mathématique pour qu'on comprenne comment les choses se ficelent, comment les objets ou le réel qui existe dans sa diversité peut entretenir au sein de lui-même des interactions qui donnent lieu à la dynamique des choses qui existent dans ce monde. Et puisque la science ne cherche pas seulement à comprendre, à mesurer et à prévoir le réel, la science va se décider d'être aussi transformatrice, créatrice et novatrice. Dans cet élan de création et de transformation, émerge une technologie qui va porter la société, qui est celle que nous connaissons aujourd'hui, en transformant l'organisation de la société et en cherchant à trouver, à partir de la réflexion des gens comme Alan Turing dès 1933, à savoir s'il n'y aura pas un nouveau monde au sein duquel une intelligence pourra se déployer de façon à traiter automatiquement les informations et possiblement aller au-delà des compétences de l'homme. Et ce sont des questions qui ne se posent pas seulement en Afrique. Parce que quand on parle de science, il s'agit du patrimoine commun de l'humanité. Et si la machine entre en concurrence avec l'homme, il n'y a pas lieu que l'Africain soit traité exceptionnellement parce qu'il croirait que les sciences avancent dans le sens du renversement de ce qu'elle entend comme tradition propre à elle et de ce qu'elle voudrait préserver comme rituel à donner aux générations qui se succèdent. Mais la dynamique culturelle actuelle invite l'Afrique à être ou à disparaître. Et pour être, il faut être en connexion avec les autres, comprendre les autres et savoir que les savoirs qui se diffusent n'appartiennent pas qu'à l'Occident et que la science n'est pas une affaire occidentale. Alors, au risque de n'être pas remplacé, l'Afrique doit comprendre les enjeux et les défis de notre temps. Pour répondre donc à ce questionnement, nous voulons, dans une première partie, parler des implications philosophiques d'une intelligence artificielle en hyper-expansion. Dans un deuxième moment, il va s'agir
de parler de la transformation technologique et de l'avenir de l'existence. Et enfin, pour ne pas nous retenir pendant longtemps, parce que la leçon ne sera pas longue, mais elle sera dite dans le temps qui nous est donné. Le troisième point, c'est l'Afrique dans les taux du mouvement technologique universel. Pour le premier point, nous constatons avec ceux qui font la recherche en biologie, en neurobiologie, en physique, en chimie, que lorsqu'on ouvre le capot d'un ordinateur, on rencontre un réseau de câbles et de transistors. Quand on ouvre le capot du cerveau humain, on rencontre une masse de veines et de nerfs. Dans les deux cas, on assiste à des activités computationnelles. Ça veut dire que le cerveau humain est une machine biologique. Et cette machine biologique, parce qu'elle est matérielle, peut être reproduite dans une machine, dans un appareil artificiel. Et la différence qui existe entre la fonctionnalité du cerveau et la fonctionnalité d'une machine, c'est qu'au niveau cérébral et ou bien de l'ensemble du système nerveux, les nerfs dont nous avons parlé ici sont ce que nous pouvons appeler le courant électrique de notre système nerveux. Ces nerfs transportent nos informations pour les renvoyer au cerveau qui les traite et leur donne une signification. Et la vitesse de transformation, c'est 430 mètres la seconde. D'un autre côté, nous avons aussi ces transistors qui utilisent ce qu'on appelle l'électronique. Et à cette échelle microphysique, la vitesse de transport de l'information est de 300 000 km la seconde. Ces deux différences font en sorte qu'en entrant dans ce nouveau monde qu'on appelle le temps de la singularité technologique, si vous lisez Ganasia Gabriel, qui le dit très vraiment, il dit que nous n'allons pas continuer à croire que l'intelligence artificielle s'arrêtera au traitement automatique de l'information. L'intelligence artificielle est un processus technologique qui engage aussi la transformation de l'homme vers une transhumanité. C'est quoi la transformation de l'homme? En 1998, nous avons déjà des savants qui présentaient une puce en silicium qu'on mettrait à la base de la peau et qui pourrait nous booster davantage, nous rendre plus capables de résister aux aléas de la nature, plus rapide dans la production des activités, et dans la production du travail qui nous informe et dans la rentabilité même de ce travail. Et on a aussi pensé qu'il serait important à un moment donné, ces mêmes puces soient peut-être connectées au cerveau pour booster l'intelligence. Si l'homme lui-même entre en compétition avec la machine qui tente d'être plus précis, plus rapide et plus rigoureux que lui, alors qu'allons-nous devenir si nous restons tranquilles et nous voyons comment cette intelligence artificielle tente de nous remplacer? Accepterons-nous d'être remplacés par des machines? Ce qu'on se dit, c'est que les sciences avancent en nous montrant que l'homme n'est plus content de sa nature originelle et qu'il va falloir soit entrer en compétition avec la machine au risque d'être battu par la machine, ou se surpasser en introduisant dans notre propre corps des éléments qui vont nous amener à une sorte d'hybridation. On sera mi-homme, mi-machine. Et si on est mi-homme, mi-machine, plus intelligent, plus résistant face aux maladies, et que désormais, à partir de la fécondation in vitro, on peut, à partir d'un système de sélection génétique, d'un eugénisme, travailler pour qu'on arrive au monde des hommes qui répondent à ces critères d'efficience
que sont la compétence, la compétitivité, l'efficacité, la rentabilité et la productivité. Si l'homme doit être productif, si l'homme ne peut plus avancer inexorablement vers un nouveau monde et que ce qui arrive ne peut plus être arrêté, comment allons-nous continuer à avoir peur, à convoquer des dieux où les hommes ont la capacité de changer tout par leur seule compétence, par leur seule intelligence? Il s'agit en fait de savoir si les changements qui arrivent sont des ruptures. Il ne s'agit peut-être pas nécessairement de la rupture, puisque nous tous, nous changeons, mais ce qui change en nous ne nous remplace pas. Et comme ce qui change en nous ne nous remplace pas, ces changements, que vont-ils apporter comme transformation? C'est ce qui nous amène à la deuxième partie de cette thématique, transformation technologique et avenir de l'existence. Vers quelle transformation nous conduit l'intelligence artificielle? Il s'agit de savoir s'il faut craindre cette intelligence. La croissance technologique ouvre le monde à la possibilité d'avoir des robots probablement capables de super intelligence, donne lieu à cette pensée selon laquelle l'homme pourrait désirer devenir une structure mixte, c'est-à-dire technologique et biologique. L'avenir de toute l'humanité sera déterminé par l'usage que l'on fait de l'intelligence artificielle. Il s'agit aussi de savoir si on va bientôt télécharger la conscience humaine dans des machines. Et si on peut le faire, il faut donc revenir sur les travaux de quelqu'un comme Nick Bostrom, qui parle du sens de l'avenir et des conséquences des transformations biotechnologiques. Car pour lui, la transhumanité est en marche. Elle est déterminée par les progrès technologiques qui conduisent à une hybridation profonde de l'humanité. Cette nouvelle humanité sera supérieure et dotée de pouvoirs qui lui permettront d'aller au-delà des limites naturelles. Donc, c'est cette possibilité de réaliser un homme dont la mortalité recule, la vieillesse est retardée. Cet homme à venir, et qui est même déjà là, est soutenu par les travaux de quelqu'un comme Laurent Mazet-Lezange ou bien un Raymond Kurzweil, très optimiste. D'autres ne l'acceptent pas du tout. Il y a des grands savants, des grands scientifiques qui n'acceptent pas cette volonté d'entrer dans une transhumanité par rapport à ce que nous entendons par la perception que nous devons avoir de l'humanité. Ce sont des gens comme on peut citer Chris Swanson, ce physicien vietnamien. On peut également citer Stephen Hawking ou bien Bill Joy. Mais malgré ce refus, des tentatives de remplacement ou de changement de l'homme originel ne sont pas capables d'être arrêtées. Pour arrêter cela, il faudrait peut-être arrêter la possibilité de continuer avec la fécondation in vitro. Et il faut savoir que c'est légitime pour les scientifiques d'aller au-delà de ce qu'on pense de l'homme aujourd'hui. Puisque, par nature, l'homme veut être libre. Et par nature, il veut connaître une croissance continue et permanente de cette liberté. C'est pour ça qu'il s'exprime dans les États démocratiques, qui sont les lieux de garantie et de sécurisation de cette liberté tant recherchée. Mais si on peut aller au-delà de la démocratie et inventer une post-démocratie avec les post-hommes que nous serons devenus avec les transformations technologiques tendant la chimie quantique, la physique quantique et la nanomédecine, alors qui peut dire non à l'intelligence artificielle? Il s'agit de se demander ce que sera l'avenir quand les transformations technologiques auront donné lieu à des machines qui prendraient par elles-mêmes la décision de s'auto-déployer.
comment l'homme pourrait arrêter une machine qui s'auto-déploie? Aujourd'hui même déjà, nous avons ce qu'on appelle l'induction automatique. Parce qu'à force de donner, de charger des données dans la machine, ce qu'on appelle big data, et à force de travailler dans ces machines, il y a des moments que nous appuyons sur des boutons, ou bien que nous appuyons sur des boutons, et la machine produit une activité qui n'a pas été programmée. Ça, c'est ce qu'on appelle l'induction automatique. Mais il s'agit de savoir qu'à partir du moment où la chimie quantique existe, on pourrait savoir que les émotions que produisent les hommes sont déterminées parfois par la production de certaines hormones. Et si les hormones peuvent être étudiées au niveau de la chimie, ça veut dire que grâce à la chimie quantique, on pourrait introduire dans des machines des tendances émotionnelles. Et là, on aura fini de télécharger la conscience de l'homme dans les machines. Et l'Africain qui pense avoir peur, qui pense être très proche de ses ancêtres, qui pense continuer à s'enfermer dans la même dynamique de consommation au niveau alimentaire, au niveau comportemental et au niveau vestimentaire, que va-t-il devenir quand les robots auront choisi de prendre les hommes qui sont encore en retard comme des animaux de compagnie? Pour que c'est pour dire que l'homme actuel, s'il n'est pas vigilant, s'il n'est pas lui-même acteur au cœur de l'intelligence artificielle qu'il met sur pied, il va disparaître. Et l'Africain, en premier lieu, puisqu'il conserve ses traditions et pense, heureusement, nous avons l'instrument Mukasa qui nous dit de parler de ces choses et qui nous dit de prévenir les Africains afin que, pour que notre philosophie reste dans la perspective chrétienne, comme l'a proclamé le Père célébrant, qu'on sache que si on ne le fait pas, malgré notre volonté d'avoir une perspective chrétienne dans notre philosophie, on pourrait disparaître et les machines penseront à notre place. Donc, la science évolue et l'Afrique doit se transformer au rythme de l'évolution de ces sciences. Il faut savoir que l'homme n'est déterminé par aucun code naturel. Et parce qu'il est déterminé par aucun code naturel, il réussit à défier les déterminismes biologiques qui le contraignent à être d'une certaine manière. Et pour cela, il peut faire de la science une volonté de transformation et de récréation du monde. Quand nous parlons du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest, c'est à partir du repère orthonormé que nous voyons en géométrie et en mathématiques qui a permis de tracer le monde en réalité spatio-temporelle. Il n'y a donc pas un nord chrétien, un sud musulman, il n'y a que le nord, le sud et les points cardinaux de la physique. Et comme c'est la physique qui commande à toutes les autres sciences d'avancer, on ne peut plus penser une science qui serait neutre. La science n'est jamais socialement neutre, nous dit Max Weber. Et comme la science n'est jamais socialement neutre, et comme les serments que nous déployons des sociétés savantes au Moyen-Âge, à l'instar de la Royal Society en Angleterre ou de l'Accademia del Cimento en Italie, pouvons-nous encore continuer à penser que l'homme un jour sera en permanence celui que nous connaissons aujourd'hui. Ce qui compte, c'est de savoir que le monde avance. La technologie qui est portée à nous transformer, à transformer ce monde, à transformer même l'organisation sociale, est déterminée par le système économique actuel que nous appelons le néolibéralisme. Et si le néolibéralisme nous embarque tous et fait de nous des clients, fait de nous des consommateurs, il faudrait aussi être intelligent pour produire ce qui doit être consommé. C'est pour cette raison que l'Afrique ne doit pas être en dehors de l'histoire. Et si l'Afrique ne doit pas être en dehors de l'histoire, comment doit-elle réagir? C'est ça qui nous amène à la troisième partie de cet exposé, où nous avons dit l'Afrique dans les taux du mouvement technologique universel. Ce qu'on doit dire ici, on n'arrête pas le progrès et on ne limite pas son caractère expansif. Le progrès, qu'il soit technologique ou biologique, est nécessairement exponentiel. Ce progrès est irréversible. Et c'est celui qui conduit à l'hybridation de l'homme. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la métamsomatose. C'est-à-dire,
Si on a parlé de la métempsycose autrefois dans d'autres disciplines, aujourd'hui, parce qu'on pourra, même quand on est en train de mourir, prendre notre cerveau pour le télécharger dans une machine, pour qu'on continue à vivre au-delà de ce qui est prévu par les limites de la nature. Cette métamsomatose ne peut plus s'arrêter parce que les nanotechnologies nous y aident, nous y accompagnent et nous ne pouvons pas freiner. Le rythme avec lequel les technologies avancent, les technologies de l'intelligence artificielle avancent, tous les 18 mois, et l'an dernier, en décembre dernier, en France, il y a eu un symposium au cours duquel on demandait à ceux qui travaillent dans l'intelligence artificielle de freiner au moins les 6 mois, pour savoir plus tous les 18 mois, mais tous les 2 ans, 4 mois, parce que ça va trop vite. Donc, mais, puisque les gens ont un cerveau qui travaille à toute heure, c'est nous qui savons dormir 8 heures par jour, mais ceux-là, ils pensent que le temps du sommeil est fini, parce que, à force de dormir, parce qu'on se repose, qu'est-ce qu'on fera pendant le repos éternel? Il faut donc travailler. Pour continuer à être éveillé et à être avec les autres. Donc, les difficultés pour la science à être accessible à tout le monde, c'est lié au langage. Parce qu'il n'est pas aisé d'accéder ou bien de traduire en des mots simples ce que les équations mathématiques nous disent. La structure mathématique du discours scientifique et les applications techniques qui s'en suivent exigent des apprenants un effort supplémentaire. Donc le refus de faire face à la marge exigeante qui pousse à se réfugier, à la marge exigeante de la science et ce qui nous pousse à nous réfugier dans les interprétations sociales de la science, c'est-à-dire en se réfugiant derrière des gens comme Anjonas ou alors comme Anjonas que je n'aime pas du tout. Je m'excuse, madame Nikada. Bon. Bon, il n'y a pas de Anjonas. Il y a aussi des gens comme Edgar Morin qui font une interprétation sociologique de la science et aussi en groupe, croyant qu'on est en pleine épistémologie, que non. La pensée scientifique doit tenir du savant l'idée d'ouverture. Il ne s'agit pas d'être pour la science ou contre la science, mais il s'agit d'être ouvert. On ne doit pas craindre les technologies, on ne doit pas avoir peur de la technologie, on doit aussi être absolument optimiste ou bien avoir une position péremptoire et radicale. Ce qu'on doit faire, c'est de continuer à être ouvert pour être capable de gérer les changements, les bouleversements que connaîtront le monde. Ces bouleversements ne sont pas nécessairement catastrophiques. Non. C'est que on sera pris en étau par un nouveau système d'être qui exigera de nous repenser. Et c'est ce que Martin Heidegger faisait déjà au début du XXe siècle, quand il remettait en question toute l'histoire de la métaphysique, qui pour lui n'avait pas su prendre l'être en charge. Bon, maintenant, comme on doit prendre l'être en charge, et que comme Martin Heidegger lui-même pensait que la temporalité doit déterminer l'être qui est capable de parler de l'être, c'est-à-dire l'homme, alors il faut savoir que désormais, on doit avancer scientifiquement et nous devons voir le monde ou le futur qu'à partir d'un processus que réalisent les sciences pour restructurer le monde. Le monde se restructure. Nous n'avons qu'à voir le système de dématérialisation dans les administrations publiques, les paiements automatiques qui sont introduits et les cours qui peuvent se faire en distanciel ou en présentiel et en temps réel, quand même on se reste éloigné des autres. Ça signifie que nous sommes tous pris dans les taux de cette intelligence artificielle qui ne nous laisse pas le temps de penser autrement que de penser avec l'intelligence artificielle et de savoir vivre avec cette intelligence qui ne nous tue pas, mais qui nous donne beaucoup plus de vie et nous booste dans nos réalisations. Lorsqu'on est dans le monde, on ne peut se permettre d'être à l'écart des révolutions scientifiques. L'intelligence artificielle n'est pas qu'un phénomène de mode, encore moins une option. C'est le déterminant actuel de la condition de l'homme moderne.
il est bien possible de ne pas avoir entendu parler des bouleversements introduits par la coalition de l'intelligence artificielle générative dans tous nos domaines de savoir ou d'existence. Depuis la médecine jusqu'à tout génie concret, comme on peut le dire, le travail s'est modernisé et se pense en termes d'accélération, de productivité, de rentabilité. On est sur le temps de la vitesse, de la compétence et de la compétitivité. Dans les procédures sont simplifiées, le système fiscal est allégé et fluidifié, les modes de paiement, comme nous l'avons dit, s'automatisent, la médecine avance vers l'intégration de la mécanique quantique, avec le renforcement de l'imagerie médicale, l'expansion de la chirurgie endoscopique et le relèvement des capacités de bionisation des personnes accidentées ou en situation de handicap. Nous avons vu des personnes être sorties des accidents étant totalement mutilées. Or, on peut, à partir de cette intelligence artificielle, leur adjoindre des mains et des pieds artificiels qui répondront aux mêmes défis que les mains naturelles. Qui ne va pas accepter cela? Du moins pour le monde d'aujourd'hui, il s'agit d'être ou de disparaître. Donc il va falloir s'inscrire dans la logique du temps, comprendre les allées et les venues de l'approche technologique de la structure de notre civilisation. On ne peut plus reculer ou tenter d'ignorer de se passer de cette nouvelle infrastructure sociale. L'intelligence artificielle est en train de se déployer comme une science, comme une conscience autonome. En fait, les machines et les robots ne sont que de simples automates. Ils deviennent progressivement autonomes, plus efficaces et plus rapides. Ce qu'il faut faire, c'est de tenter d'imaginer ce que seront ces machines dans 5, 10, 30, 40 ans. Parce que ce dont nous avons déjà peur aujourd'hui n'est qu'à une phase d'enfance, 2-3 ans. Ça veut dire, dans 30, 40 ans, alors on sait que l'intelligence artificielle progresse de façon exponentielle tous les 8 mois. Dans 30, 40 ans, qui sera l'Africain capable de dire qu'il respecte sa simple tradition et ne voudrait pas en choisir une autre? L'Afrique doit choisir le destin qu'elle poursuit et réalise. Elle doit pouvoir comprendre les perturbations démocratiques qui s'annoncent avec la croissance et l'expression de nouvelles libertés. Il faut maîtriser l'intelligence artificielle et investir dans ce domaine. C'est en cela que l'Afrique sera capable de garantir sa survie. Il s'agit de promouvoir les innovations technologiques au lieu d'avoir peur de l'intelligence artificielle. L'Afrique a à présent toutes les cartes en main. Donc, elle ne doit demander à personne s'il faut copier ou aller ailleurs. La science est le patrimoine commun de l'humanité et la mécanique quantique est comme une bouteille jetée à la mer sur laquelle on a collé l'étiquette attrape qui peut. Donc, si la bouche veut, elle se jette à la mer, apprend à nager et attrape la bouteille pour entrer dans la civilisation. Il n'y a pas d'éthique a priori ou a posteriori à appliquer à ce niveau. Il faut courir, quitte à ce qu'on arrive étant totalement déchiqueté ou moyennement amoindri ou amouché. Ce que nous devons savoir, c'est que, étant encore la phase expérimentale des machines autonomes, mais même cette phase expérimentale des machines autonomes est déjà en train de nous remplacer dans des domaines variés. Donc nous ne devons pas oublier que l'intelligence artificielle, même au stade de nourrisson où elle est, il faut déjà prendre le train en marche. C'est-à-dire qu'il est question de marcher dans le sens de l'innovation technologique et d'être soi-même auteur des révolutions sociales et des innovations qu'engendre l'intelligence artificielle. Il va donc s'agir de penser la logique, la méthode, les conditions de transformation du monde et de l'existence. Se détacher d'une nature aliénante, élaborer une perception de la liberté qui se déploie à travers le façonnement historique du sens de la vie et de la société.
inventer en permanence une civilisation qui s'inscrit dans la culture et la dynamique infrastructurelle et superstructurelle des progrès. Tels sont les déterminants de la dynamique sociale qu'engendrent les innovations technologiques. Nous ne pouvons donc pas être contre une approche aussi révolutionnaire et transformatrice de la condition humaine. Il est question de travailler pour la construction d'un avenir dont la garantie de sécurité et de pérennité d'existence sera pensée à la fois par le génie humain et l'apport de l'intelligence artificielle. Pour conclure, on ne peut parler d'intelligence artificielle en mettant hors jeu l'Afrique. Ce continent ne peut se soustraire du grand bouleversement qui arrive. Il ne s'agit pas de savoir si ce bouleversement sera catastrophique, mais de chercher à comprendre et à penser comment il faudra vivre le temps des innovations et avec l'intelligence artificielle. Il s'agit aussi de savoir que l'enjeu de notre temps, c'est de comprendre comment vivre avec la super intelligence produite par des machines ou des hommes qui sont en train d'être priorisés ou hybridés. Ceci pourrait faire croire à un possible remplacement de l'homme. Mais c'est en comprenant le fonctionnement de l'intelligence artificielle qu'on sera capable de faire la différence entre la raison instrumentale qui gouverne notre système monde avec des machines et le néolibéralisme et la raison objective qui est capable de reconnaître la nécessité de promouvoir la sociabilité et les vertus d'une conscience soucieuse d'un futur humain. C'est en investissant dans l'intelligence artificielle que l'homme peut prendre suffisamment conscience de la préoccupation des philosophes du siècle de lumière. Ces philosophes fondaient les objectifs du progrès scientifique sur la nécessité de poursuivre des fins humanistes et non l'accroissement indéfini des moyens. Mais il faudrait que l'homme soit capable de relever ce défi. Mais quel est l'homme qui peut le faire si ce n'est un homme qui prend en charge ce que l'intelligence artificielle nous propose et la possibilité de nous reposter comme nous proposent les nouvelles technologies. Je vois que le père recteur a été très attentif à cet exposé. Je vous remercie et je remercie le père recteur. Merci pour votre aimable attention. Alors nous disons un grand merci au professeur Mouchili pour son exposé. Je sens que, comme moi, vous bouillonnez des questionnements dans vos têtes. Malheureusement, la tradition dans notre institut veut que la leçon soit proclamée sans débat. Donc, nous remercions le professeur Mouchili. Mais vous avez la possibilité, avec les enseignants que vous avez, et lui-même, de sa présence, de poser des questions, puisque ce sera la réflexion de toute l'année. Donc nous aurons plusieurs occasions de débattre. Voilà. Merci, c'est une chance, on n'est pas à me poser des questions par exemple. Je vais remettre la parole à celui qui me l'a donné. Voilà, merci beaucoup, professeur. Quelques communications. Comme vous le savez, les cours pour les classes de licence philo 2 et philo 3 débuteront effectivement le lundi 29 septembre dès 8 h. Dès 8 h. Après 8 h, monsieur Bruno va fermer le portail. Pour la classe de philo 1, la semaine prochaine, c'est la semaine d'intégration. Donc les cours vont commencer le 6 octobre. Mais à partir de lundi, nous allons donc travailler pour vous s'insérer dans la dynamique académique de notre institut. Répartition des salles de classe. Vu le nombre très infime des étudiants de la classe de philo 2, ils vont conserver leur salle de classe en face de moi. Et je pense qu'ils la conserveront jusqu'à la première de La classe de philo 1 va occuper notre salle, la salle de philo 2. Et la philo 3 reste ici en
Laura Mam. Alors, pour la plupart des temps, c'est déjà affiché, vous pouvez le consulter au niveau du papillard. Comme convenu déjà l'année dernière, avec les supérieurs, les formateurs, à partir de lundi, il est strictement interdit d'utiliser les téléphones dans l'enceinte de l'établissement. À partir de lundi, ces téléphones sont interdits. Sauf pour les communautés qui n'habitent pas la police. Et là, j'invite les formateurs et les supérieurs de laisser le nom de la personne qui sera habilitée à utiliser le téléphone en cas d'urgence. Sinon, tous les autres étudiants, pas de téléphone. À bon entendeur. Alors, le conseil d'administration avait suggéré que tous les étudiants de la classe de philo 3 achètent obligatoirement la revue philosophique de l'Institut cours partie au prix de 5 000. Vous êtes déjà avertis, normalement on devrait insérer cela dans les frais d'inscription, mais on se dit que peut-être les communautés, parce que les communautés sont déjà averties. Donc, cours qui va apparaître, cours de l'année dernière, le mai 2025, donc cette année j'avais dit le mai 2025, qui va apparaître, tous les étudiants de philo 3 sont obligés de l'avoir. Et apparemment, il y avait un enseignant qui a décidé que pour son cours, il va contrôler à partir du second semestre les étudiants qui n'auront pas cours, parce qu'il va travailler à partir de cours. Donc, sur ce, le célébrant de l'Eucharistie nous a dit qu'il pourrait appliquer le scientifique d'un côté et l'enracinement dans la foi. Parce que ce sont les deux pôles qui vont nous accompagner au cours de cette année académique. Et le professeur Bouchili nous a dit qu'il ne s'agit pas d'être pour ou contre la science, il faut tout simplement être ouvert. Et j'étais content de ce qu'il a cité Heidegger. Parce que justement Heidegger, face à la science, dit qu'il faut une attitude de prudence qu'il appelle Gelassenheit. Et je pense que le professeur Bouchili nous a avertis, surtout nous qui sommes appelés à accompagner les consciences. Je vous souhaite donc une bonne et heureuse année académique 2025-2026. Merci. Avant de partir, tous les enseignants, tous les formateurs, les célébrants, on va prendre un verre d'eau dans une des salles ici à l'Institut. Merci beaucoup. Thank you.